Bonjour à tous, Valentin Franc avec vous pour ce point de marché du vendredi 21 juillet 2017. Alors, au programme aujourd'hui, on va parler de la BCE. Donc, comme vous le savez, la BCE, hier, Mario Draghi s'est exprimé. On a eu un statu quo comme ce qui était prévu, avec un ton un peu plus dovish que prévu, mais le marché a réagi positivement à l'annonce. L'eurodoll qui est à un plus haut de 2 ans. À quoi s'attendre dorénavant pour les prochaines semaines, pour les prochains mois sur l'euro. Enfin, nous parlerons également, on aura on fera une analyse sur Wall Street, jusqu'où pourront aller les indices de Wall Street avant de retracer, étant donné que l'été c'est souvent synonyme de prise de bénéfices. Euh, voilà, Wall Street marque des nouveaux records. Est-ce que ça va durer? C'est un petit peu la question. Alors bonjour à vous, rebonjour à vous François Hoffman que je salue également, Luc, bonjour à vous. Euh, alors n'hésitez pas à poser vos questions durant le webinaire et j'y répondrai avec un grand plaisir. Alors trader avec effet de levier comporte un risque élevé et ne peut être approprié car vous pouvez subir des pertes supérieures à votre dépôt. DailyFX décline toute responsabilité pour les erreurs, inexactitudes ou omissions et ne garantit pas l'exactitude ou le caractère complet des informations contenues dans cette documentation. Alors, résumer la science américaine et asiatique, globalement, on a eu, alors le Dow Jones, je sais pas pourquoi c'est moins 0,13 ici. Donc on a eu un ordre dispersé hier à Wall Street et cette nuit pendant la séance asiatique. Donc on n'a pas vraiment d'indication sur les tendances à venir des indices européens. Globalement, ça devrait être une petite prise de bénéfice parce que par rapport à lundi, les indices européens n'ont pas vraiment évolué. Donc voilà, on ne devrait pas avoir de gros mouvements aujourd'hui sur les indices européens. Et s'il y a des mouvements, je favorise les mouvements baissiers. Le yen, le gold ont reculé. Alors, alors je pense que mes symboles ont changé. Euh, alors on va voir ça juste après. Bon, en tout cas, on a un ordre dispersé, on n'a pas d'appétit ou d'aversion pour le risque qui est indiqué sur le marché. Vendredi, c'est une des prises de bénéfices et ce graphique nous le montre, étant donné qu'il n'y a pas vraiment d'indication sur le comportement du marché. Le calendrier économique de la journée. Alors, les yeux sont rivés sur l'indice des prix à la consommation au Canada, qui est attendu à 1,1%, donc en léger repli, par rapport à 1,3%, tout simplement à cause du pétrole. Je vous rappelle que, c'est tout à fait normal. On a eu l'IPC de la zone euro aux États-Unis, etc., qui ont été en repli. C'est simplement à cause du pétrole. Voilà. Le pétrole qui a reculé, donc ça se fait ressentir peu de temps après. Voilà, donc 14h30, ce sera la publication de l'inflation canadienne. Le graphique du jour, ce n'est pas vraiment un graphique, mais c'est une donnée que je voulais vous partager. C'est les prochaines conférences de presse de la BCE. Donc on aura le 24-26, ce sera pendant le salon de Jackson Hole qui a lieu tous les ans en fin août. Ensuite, nous aurons en septembre la décision des taux. Et enfin, on devrait avoir beaucoup plus d'indications à partir d'octobre, parce qu'on s'approchera vraiment de la fin du quantitative easing qui aura lieu en décembre. Voilà, donc la dernière réunion de l'année sera le 14 décembre. Voilà, donc les deux dates à noter pour cette BCE, ce sera le 26 octobre et la fin du mois d'août. Alors l'eurodoll, sous une oblique baissière de long terme. Personnellement, en intraday, je n'envisage pas un dépassement. Je parle de cette oblique ici, en rouge, qui va chercher le point bas de 2008, le point bas de 2012, qui vient chercher au passage le prix de clôture du mois de mai 2000. Alors non, c'est ici du mois de juin 2010, excusez-moi. Et voilà, donc on a 3 points de contact et on est en train de tester. Donc c'est pour ça qu'on a un ralentissement de l'eurodoll. Je suis curieux de voir comment, depuis l'ouverture des marchés européens il y a 5 minutes, comment le marché réagit. Bon, vous voyez, il n'y a pas vraiment de réaction, il n'y a pas de momentum, l'euphorie semble s'être arrêtée, donc je pense que le marché pourrait prendre une partie de ses bénéfices sur la monnaie unique avant le week-end. Voilà, donc, moi je pense qu'il peut revenir à 1,1623 dans la journée.
Voilà, c'est mon opinion. Maintenant, ce que j'aimerais voir en swing trading, stratégie de moyen terme, bon, l'oblique haussière en bleu du canal ascendant, elle semble assez loin. Donc, je remonte la zone d'achat qui est la moyenne mobile à 50 jours. Voilà, donc, dès que le cours reviendra sur la moyenne mobile à 50, eh bien, ce sera un point d'entrée intéressant, très très intéressant. Déjà, la moyenne mobile à 20 jours, regardez ici, elle a supporté le cours. Bon, ici, il y a eu une petite excursion en dessous de cette moyenne mobile. Et ici, on a eu une petite influence de la moyenne. Mais voilà, les moyennes mobiles de toute façon à 20 et 50. Regardez 50 ici. Euh, voilà, ici également. On peut trouver des points de toute façon sur toutes les moyennes mobiles. Mais c'est vrai que la moyenne mobile à 50 jours est réputée et elle est utilisée par beaucoup d'institutionnels. Donc en utilisant les mêmes armes des institutionnels, nous pourrons connaître un petit peu on pourrait avoir des indices sur les perspectives, sur les mouvements des institutionnels. Bon, donc l'eurodoll, honnêtement, j'aimerais voir le cours revenir sur la moyenne mobile à 50 jours. Et ça serait un excellent prix pour passer à l'achat. Parce que payer l'eurodoll à 1,1669, bon, honnêtement, moi, ça ne me tente pas énormément. Ma prévision pour la fin de l'année reste inchangée, c'est 1,20. Mais, euh, mais voilà, concrètement, là, je pense que le momentum a été très haussier, comme ce qu'il avait été ici, également ici, également ici, et donc on devrait avoir une consolidation, un léger repli. Alors peut-être pas jusqu'à la moyenne mobile à 50 jours, mais voilà, si imaginons le cours vient à 1,15 et qu'ensuite il rebondit, on a une jambe de hausse, et bien on le rentrera à la moyenne mobile à 50 jours, on rentrera après la jambe de hausse. Voilà. Donc voilà, soyons patients, mais en tout cas payer l'euro à 1,1667 dollars, moi ça ne me tente pas trop. En tout cas, tant que le cours n'a pas consolidé et que le RSI n'est pas revenu à 50. Regardez un petit peu 50. On a vraiment une zone intéressante pour passer à l'achat ou à la vente. Dès qu'il est à 50, eh bien, le RSI a plus de probabilité de rebondir. Et cette indication-là est valable sur la plupart des actifs. Regardez ici, on avait un ordre de vente, échec de la cassure. Dès que ça casse, on a un signal d'achat. Donc ça, c'est vraiment l'utilisation de base du RSI. Après, on a les divergences, on a les zones de surachat et de survente. Vraiment, le RSI, c'est un indicateur très complet. Donc ici, vous voyez, on a cassure de 50, signal de hausse, cassure, signal de hausse. Euh, Ici, on a un rebond. Voilà, donc vraiment, le RSI, ce sera un indicateur qu'on faudra particulièrement attention pour l'euro-dollar. L'euro GBP, alors l'euro GBP progresse, de toute façon il progresse contre toutes les autres devises. Alors l'objectif à 0,90 c'est un objectif de long terme, hein, enfin de moyen terme pardon, qui avait été donné il me semble, c'était par là, hein, c'était par ici il me semble. Je me souviens plus exactement pour être honnête avec vous. En tout cas c'est il y a pas mal de semaines. Et voilà, c'était une stratégie de moyen long terme. Bon de toute façon ça semble assez, j'ai envie de dire logique dans le sens que eh bien, malgré la spéculation qu'il y a sur la livre sterling, quant à une hausse des taux de la Banque d'Angleterre, étant donné qu'il y a une inflation extrêmement élevée, eh bien, l'euro, ça reste la devise la plus payée depuis le début de l'année, et donc ce n'est qu'une question de temps pour que l'euro progresse face à toutes les autres devises. Que ce soit l'euro CAD, l'euro NZD, l'euro UD, n'importe quelle paire de devises en euros a progressé depuis le début de l'année. Donc voilà, 0,90. Ensuite, eh bien écoutez, on ira chercher les 0,91. Alors excusez-moi, j'ai pas répondu à la question pour l'euro-dollar et après et maintenant. Eh bien écoutez, pour répondre à cette question, moi j'attends un pullback. Je pense qu'il y aura des prises de bénéfices aujourd'hui. Une fois qu'il y aura le pullback avec un rebond, donc le pullback il peut avoir lieu jusqu'à la moyenne mobile à 50 jours, jusqu'à la moyenne mobile à 20 jours, ou alors par exemple jusqu'à 1,15, eh bien j'attendrai la jambe de hausse sur un de ces niveaux-là, avec une indication, pourquoi pas du RSI, pour viser la cassure de cette oblique et chercher les 1,1787. 1,1787, si vous regardez sur graphique mensuel, c'est un niveau de prix très important. Regardez, c'est un plus bas de 2005, c'est un plus haut de 2003, c'est un plus haut de 1998. Donc voilà, concrètement, ce niveau de prix-là, ça sera une résistance très importante. Donc voilà pour ce qui est de l'euro-dollar. On passe au GBP USD.
0,90 en intraday. Alors François, alors très bonne question. Oui, probablement. Alors on peut voir quand même qu'il y a un début de retour du momentum haussier 11 minutes après le début de la séance. 0,90, pourquoi pas? On est seulement à 15 pips, donc j'ai envie de dire oui, pourquoi pas? C'est possible. C'est possible, mais en tout cas, il n'y aura pas de débordement au-dessus un vendredi, surtout après ce momentum haussier. Alors, en une semaine, l'euro GBP s'est apprécié de plus de 2% et a évolué de plus de 200 pips. Près de 250 pips, c'est juste énorme pour cette paire euro GBP. Voilà, donc en tout cas l'analyse technique est vraiment intéressante sur l'euro GBP. On avait cette oblique baissière, les niveaux de Fibonacci de cette tendance, et vous voyez qu'ils ont été parfaitement respectés. Donc on a eu la cassure, ici un échec, pullback sur le niveau, cassure, on vient tester le prochain 61,8, on revient sur 50, il y a une consolidation, impulsion, cassure, et on vient chercher les 0,90. Et ensuite, eh bien ça sera, hop. Alors je pense qu'il faudra être un peu plus patient pour aller chercher ce niveau de prix là, mais ensuite ça sera ce niveau à 0,9113. On passe sur l'AUD USD, on continue sur les paires majeures. Salut, dit certains visent 1,21, ton avis de la part de Conrad. Alors bonjour à vous Conrad. Écoutez, il y en a qui disent 1,21, pourquoi pas honnêtement, c'est une question de temps. Moi je vise 1,20 d'ici la fin de l'année. Je dis pas qu'à 1,20 le cours va revenir à la parité. Je dis juste qu'à mon objectif, et ça fait longtemps, il y a même des gens parmi vous qui peuvent témoigner. Depuis le début de l'année, moi mon opinion c'est 1,20. On avait, pour ceux qui me suivent depuis maintenant pas mal de mois, on avait cette divergence haussière qu'on attendait d'être validée. La cassure a été donnée au mois de juin, et donc on a eu cette validation de la divergence, ce qui devrait amener à terme, si on parle sur du très long terme, je suis convaincu que l'eurodoll ira chercher cette oblique baissière. Voilà, ce n'est qu'une question entre guillemets d'années, ça peut faire un petit peu peur, mais d'ici 2 ans, pardon, je pense que l'eurodoll peut revenir chercher les 1,26, voilà, c'est tout à fait possible. En tout cas, d'ici la fin de l'année, un 20, on pourrait dire un 21,50, on pourrait dire un 22, mais moi je préfère dire un 20, je maintiens mon scénario du début de l'année. Alors oui, peut-être que ça sera au-dessus, mais bon, en tout cas ceux qui m'ont suivi depuis le début de l'année, un 20, ça fait plus de 1500 pips depuis le scénario qui avait été donné aux alentours de 1,05 à ce niveau de prix. Voilà, c'était janvier, février, mars, quelque chose comme cela. Et voilà, concrètement, oui, un 20, pourquoi pas, mais bon, que ça soit un 20, un 21, concrètement c'est un petit peu la même chose. En tout cas sur du long terme. Bonjour à vous Jean-Yves, peux-tu redire un peu pour l'euro USD? Je suis en retard, je m'en excuse, eh bien écoutez, ce n'est pas grave. Alors, pour les retardataires de l'euro dollar, moi mon sentiment il est plutôt neutre baissier en intraday. On arrive sous une oblique baissière de long terme qui vient chercher le point bas de 2008, un prix de clôture mensuel de 2010 et un plus bas de 2013, il me semble. Donc voilà, cette oblique de long terme en rouge ici fait un rôle de prise de bénéfice. On est vendredi, donc concrètement vendredi plus résistance majeure. À mon avis, on aura une invitation aux prises de bénéfice et donc l'euro a peu de chances, je pense, de progresser au-dessus de ce niveau de prix. Peut-être qu'on aura des excursions, mais concrètement on ne devrait pas avoir un momentum aussi important. Maintenant, ce que j'aimerais voir, ça n'est pas payer l'euro à ce niveau de prix-là, c'est un pullback sur un niveau technique important, seuil psychologique à 15, moyenne mobile à 20 jours, moyenne mobile à 50 serait l'idéal. Ensuite, on attend la jambe de hausse, un rebond du RSI, on paye l'euro à un prix inférieur que ce niveau de prix actuel, et on vise les 1,20. Enfin, pour ceux qui n'ont pas visé les 1,20, on peut viser les 1,20 sur du long terme. Alors bonjour à vous Michel, alors Conrad qui demande tu penses quoi pour le crash? On dit qu'il va être peut-être pendant les vacances d'après les rumeurs. Alors est-ce que vous parlez du crash boursier de Wall Street? Alors un crash c'est un grand mot. Je vais y venir juste après, je termine avec les paires majeures, ensuite je passe aux indices boursiers. Mais si vous pouvez juste me préciser si vous parlez bien des indices et pas de l'euro, parce que je vois pas pourquoi l'euro se crasherait pendant l'été, il n'y a pas vraiment
Enfin, je ne vois pas. En tout cas, je n'ai pas entendu parler de ces rumeurs. Peut-être qu'il y en a, mais bon, j'en ai pas pris connaissance. Alors on continue sur les paires majeures. Excusez-moi, l'AUD qui se raffermit, qui se replie pardon depuis cette nuit. On a le gouverneur qui a dit qu'il n'allait probablement pas avoir de, enfin qu'il n'allait pas avoir de hausse des taux d'ici la fin de l'année. C'est ce qu'il a dit. Donc on a une légère déception du marché qui spéculait de plus en plus sur une hausse des taux, étant donné que l'inflation, tous les indicateurs économiques convergent vers une hausse des taux. On a simplement un marché d'immobilier qui est plutôt instable et donc c'est cela qui empêche le gouverneur a priori de augmenter ses taux d'ici la fin de l'année. Donc prochaine prévision, ça devrait être pour 2018. Alors, en tout cas, le cours a parfaitement réagi hier à 0,80. Bon, il y a quelques pips près. Le seuil psychologique a été atteint. Donc voilà, c'était le dernier scénario. Enfin, voilà, c'était le scénario le maximum, c'était le 100%. Donc écoutez, pour ceux qui ont suivi la USD, ça fait maintenant, il me semble depuis début juin ou mi-juin qu'on est dedans. On a remonté peu à peu l'objectif. On visait cet oblique. On l'a eu. Et voilà, le surplus c'était du bonus pour ceux qui ont poursuivi. Mais en tout cas, je pense que la USD, bon, il va continuer de progresser, étant donné que le dollar US est vraiment orienté à la baisse. Le dollar US est à un plus bas de 52 semaines. Voilà. Donc, l'AUD, mécaniquement, s'appréciera sur du swing et du moyen terme, il continuera de s'apprécier, mais on devrait avoir un momentum beaucoup plus faible. Le NZD USD. Le NZD prend le dessus. Si on regarde, pardon, on va juste regarder le AUD NZD. AUD NZD c'est baissier depuis 2 jours. Regardez un petit peu ce chandelier baissier. La super-performance du dollar néo-zélandais. Donc moi j'attends toujours mon objectif de revenir à 1,05. Attention de ne pas payer à 1,05 parce que le cours est à 1,05. Nous attendrons un signal haussier, ça peut être une jambe de hausse, un rebond du RSI sur 50 avant de le payer. Ne payez pas aveuglement 1,05. Voilà. Donc le NZD superforme, c'est un petit peu ce que nous dit ce graphique. Donc NZD USD, l'objectif à 0,7461 est toujours d'actualité et ce sera notre objectif 100%. C'est-à-dire que à ce niveau de prix là, bon, honnêtement, je pense que le cours peut continuer à progresser, comme je vous dis, parce que le dollar US est extrêmement faible et donc faire remonter toutes les autres devises, mais mais avec un momentum beaucoup plus faible. Donc voilà, 0,7461. Moi personnellement, je prendrai mes bénéfices. Maintenant, pour ceux qui veulent continuer à viser la hausse, c'est tout à fait, enfin ce n'est pas comment dire euh, insensé. Et donc le prochain niveau sera 0,7614. Voilà, pour les plus ambitieux sur le NZD USD, c'est ce niveau de prix qu'il faut viser. On passe sur l'USD CAD. Alors l'USD CAD a un momentum un petit, enfin s'affaiblit tout simplement. Le CAD a du mal à progresser de nouveau. Donc la baisse de l'USD CAD est quasiment uniquement due à la baisse du dollar US et 2-3 dernières séances. Donc voilà. Après on a toujours notre objectif à 1,25. Enfin la stratégie baissière à 1,25. Euh, qui coïnciderait peut-être avec une divergence haussière. Regardez, le RSI est à plat, alors que le USD4 marque des points bas de plus en plus bas. Donc, enfin des prix de clôture pardon de plus en plus bas. Donc on commence à avoir une divergence qui n'est pas validée, donc pas de précipitation. Je pense que le cours peut continuer à glisser jusqu'à 1,25. L'USD Yen, alors le duel des devises les plus faibles du Forex ces derniers temps. Donc l'USD Yen est baissier, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'USD sous-performe le Yen. Voilà, donc la devise à shorter en intraday, c'est bien le dollar US. La devise à payer, c'est le NZD. Si on regarde le NZD CAD, donc NZD CAD, c'est bullish. Euro NZD, c'est baissier. C'est-à-dire que même avec le momentum qu'il y a sur l'euro, eh bien, le NZD superforme. Donc vraiment, en intraday, nous concentrerons les positions sur le NZD. NZD USD, NZD Yen. Voilà, donc de toute façon, on a déjà des objectifs à moyen de swing trading sur toutes ces paires. Ça fait maintenant, encore une fois, pas mal de semaines qu'on est sur NZD USD, NZD Yen, AUD USD, AUD Yen. Donc voilà, on laisse courir les positions et voilà, vous avez de toute façon les objectifs 0,7461, NZD USD 0. Alors j'en ai plus de tête. Mince. NZD Yen, vous voyez, c'est 83,41.
Donc voilà, c'est qu'une question maintenant de temps, d'heures peut-être ou de séances avant que le cours atteigne cet objectif. Alors, je retourne aux questions. Alors, ils n'ont pas précisé pour le crash, j'ai vu ça sur Café Bourse. Alors, écoutez, en fait, je pense qu'ils parlent des indices. Souvent, les Wall Street ont tendance à, statistiquement, ils retracent pendant l'été, surtout août et septembre. Il y a plus de probabilités de repli que de progression. Juillet, c'est mitigé, mais août et septembre, il y a plus de probabilités de repli. Regardez, je vais vous faire voir un petit site, Equity Clock, que je vous invite à regarder, ça peut être intéressant. Vous allez dans Benchmark, Index, et par exemple, on va sur le NYSE, pardon, excusez-moi. Le NYSE, donc, qui est une plateforme d'échange, c'est la plus grande plateforme d'échange au monde d'actions. Elle cote plus de 2700 actions. Alors, on va essayer on va dans Index ici, et on va chercher le NYSE. Donc, pourquoi je vais chercher le NYSE? Pas parce que le NYSE a un panel, a le plus grand panel d'actions américaines et du monde. C'est plus de 2700 actions comme je vous l'ai dit, et donc ça représente vraiment la tendance des indices. Et regardez, donc ça c'est la moyenne sur les 20 dernières années. Et donc en juillet, il y a 50% de probabilité de progression, août 50%, septembre 50%. Donc en fait sur le NYSE, en fait il n'y a pas vraiment de repli, mais en tout cas le point bas, enfin la jambe de hausse se fait en octobre, et cela est sur tous les indices. Tous les indices en octobre, c'est le mois où il faut payer. Mais regardez la courbe un petit peu, on a une tendance qui s'affaiblit à partir de fin juillet jusqu'à fin septembre. Maintenant, si on regarde le S&P, alors S&P, le Nikkei, non, S&P 500, donc qui sont les 500 plus grandes capitalisations boursières des États-Unis. S&P 500, 50, 50, 50%. Les plus faibles probabilités de progression se fait pendant l'été sur le S&P. Maintenant, si on regarde le DAX, les indices européens, ça se dégrade un petit peu plus, 45% au mois d'août. Et ensuite, ça retourne 50%. Voilà, donc vraiment, mois d'août, on peut dire que c'est un mois qui est peu propice pour les indices. Donc, à mon avis, c'est de cela dont les personnes sur Café Bourse parlent, et ça a du sens. En tout cas, c'est ce que moi je prévois pour cet été. Honnêtement, je n'anticipe pas de progression majeure sur les indices. Bon, on a des nouveaux plus hauts à Wall Street, c'est grâce à la très très faible volatilité. En 2017, on a des points historiquement bas. On a eu, il y a quelques jours, le troisième point le plus bas du VIX depuis son histoire. Donc un VIX, une volatilité très faible, ça rassure les marchés. Et donc, le S&P peut progresser en toute sérénité. Donc voilà, donc on passe sur les indices rapidement. Ensuite, je retourne sur les questions parce qu'on me repose une question sur l'euro-yen. Enfin, je l'ai pas fait. L'euro-yen, l'USD-yen, j'y viens juste après, mais c'est juste que je vais un petit peu avancer parce que si je reste sur le forex tout le temps, ça ne peut pas plaire à tout le monde. Donc le CAC, rapidement. On a eu une belle baisse hier. Honnêtement, je suis neutre sur les indices européens aujourd'hui. On a eu des clôtures divisées à Wall Street et pendant la séance asiatique cette nuit. Donc, pas d'indication venant de l'environnement du marché. Depuis une semaine, vous voyez, le CAC a ouvert à 5133 la semaine dernière. Il est à 5192, donc regardez, il n'y a pas vraiment de prise de bénéfice à s'attendre aujourd'hui. Mais il n'y a pas vraiment de progression non plus. Il n'y a pas de facteurs qui pourraient soutenir les indices en intraday. Donc, à mon avis, ça va être une consolidation entre 5192. Peut-être que le cours peut venir à 5210, mais honnêtement, il ne reviendra pas à son point d'entrée de la semaine, où il ne reviendra pas, à mon avis, tout en bas, à 5165. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de bénéfice à prendre. Sur une semaine, il n'y en a pas beaucoup. Donc, honnêtement, le cours, je pense, restera entre ces niveaux de prix et
Alors, il est ici, voilà. Voilà, entre ces deux bornes, 5215, 5175. Le DAX, il revient sur les 12 390 points, donc sur le sommet de 2015. Voilà, donc il revient. On a une petite, on peut apercevoir un peu une épaule, tête, épaule, qui n'est pas encore validée, attention. Il faudrait la cassure au moins journalière des 12 390, donc c'est une épaule tête épaule en horaire, donc forcément ça n'aura pas un très très gros impact, mais concrètement si la figure chartisme est validée, l'objectif serait la hauteur d'une épaule qu'on reporterait en dessous, et donc voilà, ça coïnciderait parfaitement avec cette oblique haussière qui vient chercher tous les points bas depuis novembre 2016. Voilà, donc euh, pourquoi pas, à la rigueur si c'est validé, on pourrait venir chercher ce niveau de prix là. En tout cas moi, euh, le chartisme sur les graphiques horaires, honnêtement c'est pas ce qu'il y a de plus efficace. Bon, ça pourrait être un petit signal qui pourrait un petit peu surprendre le marché ou donner un signal de baisse. Mais en tout cas moi si j'ai un objectif baissier en dessous des 12 384, c'est bien les 12 313. Donc le DAX c'est pareil, honnêtement, je pense qu'il devrait rester autour des 12 390, 12 438, et voilà, il devrait consolider dans cette zone 12 390 et voilà 12 500 pour faire très large. Le FTSE. Alors, le FTSE progresse 0,77%, 7496 points. Ça, c'était la prochaine résistance. Bon, le FTSE continue de progresser et il devrait continuer tant que on n'a pas une négociation par rapport aux futures relations entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, parce que forcément, si si le Royaume-Uni euh, n'a que un comment dire un accord commercial avec l'Union européenne selon les règles du commerce international, c'est-à-dire une taxation de 20% des produits, eh bien ça serait, j'ai envie de dire, dramatique pour le Royaume-Uni parce que l'Union européenne est le premier partenaire économique de l'île. Euh, donc, euh, donc forcément, si son premier partenaire économique, eh bien, si le Royaume-Uni exporte à son premier partenaire économique des produits 20% plus chers, ils seront forcément moins compétitifs. Et donc, soit il faudra, eh bien, avoir des mesures en interne, c'est-à-dire baisser le taux d'imposition des entreprises. Euh, Ça peut être plein de choses, tout simplement baisser les coûts en fait pour compenser la hausse des frais de douane. Donc voilà, c'est un petit peu ces futures négociations qui pèseront sur l'avenir du FTSE. Mais en tout cas, pour le moment, il est haussier et il devrait continuer à l'être, tiré par tous les autres indices mondiaux. Donc tiré par Wall Street, tiré par le DAX, et donc voilà, le FTSE progresse également. Ce n'est qu'une question de temps, je pense, pour qu'il revienne tester ses précédents plus hauts. Donc l'objectif, le prochain objectif, c'est selon moi 7600 points. Passe aux matières premières et enfin je retourne aux questions. Le gold, 1250 $, oui, 1250 $. Voilà, c'était un. Bon, on a vu ce signal haussier, hein, c'était, il me semble, mercredi qui a été donné et qu'on a pu. Alors c'était le 18 juillet. Donc c'était mardi, on avait un signal haussier sur le RSI, cassure 50, comme je vous l'ai dit, parce que statistiquement, lorsqu'il y avait une cassure la hausse de 50, eh bien on avait une tendance haussière qui suivait. Donc 1250, oui. Prochain objectif, je pense que le cours peut venir chercher les 1268 $. Voilà, je pense que c'est faisable. Faudra être patient, parce qu'on a un momentum assez faible, mais, euh, mais voilà, concrètement, 1250, c'est tout à fait possible. En tout cas, le signal du RSI est haussier, le momentum est orienté à la hausse, on n'a pas de divergence. Donc voilà, 1250 en intraday, pourquoi pas. Et à moyen terme, ce sera les 1268. Le pétrole, alors le pétrole, alors là c'est de l'analyse technique.
c'est la parfaite analyse technique. Les stocks de pétrole et déstockage a permis au pétrole de progresser encore une fois mercredi. On a aujourd'hui le nombre de puits de pétrole qui seront publiés aux États-Unis. Alors, laissez-moi vous dire à quelle heure cela est. Alors, le calendrier, donc vous allez dans le calendrier économique. Là, je vais enlever les faibles. Donc, c'est ici. Et ce sera à 19h le nombre de puits de pétrole aux États-Unis. Donc, voilà. Donc, un nombre de puits de pétrole plus important que ce que prévoit le consensus ou plus important que tout simplement la précédente publication, ça fera pression sur le pétrole. Et à l'inverse, un nombre de forages aux États-Unis qui diminue, c'est un pétrole qui s'apprécie. Voilà. J'ai le plaisir d'ailleurs de vous annoncer que nous avons rédigé un guide de trading qui sera bientôt disponible sur le site d'ici très peu de semaines sur le marché du pétrole, l'offre et la demande, les producteurs, les consommateurs, etc., etc. C'est pour un peu connaître le fonctionnement, comment le cours du pétrole évolue et pourquoi il a évolué comme ça c'est depuis le choc de 2014, depuis le crash de 2014. Donc c'est très intéressant et de toute façon nous vous tiendrons au courant dès que ces guides de trading seront disponibles, mais ils seront disponibles donc vous aurez juste à aller sur le site d'AliFX et vous cliquez donc dans guide de trading et là vous avez déjà nos nouvelles prévisions, attention, euh, du troisième trimestre qui ont été mises à jour donc avec un petit peu de retard, je vous l'accorde, mais ils ont été euh, mises à jour sur le site hier et donc vous pouvez télécharger nos nouvelles prévisions donc pour le pétrole, la livre sterling, les indices boursiers mondiaux, DAX, CAC. J'ai par ailleurs fait une étude approfondie du CAC 40 étant donné que voilà c'est un guide de trading international. Je me suis axé également beaucoup sur le CAC parce que nous sommes français donc voilà, on est des traders du CAC. Et donc vous avez également prévision du dollar, de l'euro, voilà, pour le troisième trimestre. Donc c'est des stratégies valables jusqu'à fin septembre, début octobre. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez télécharger gratuitement bien évidemment. Donc le pétrole, excusez-moi pour cette petite parenthèse. Le pétrole, là c'est analyse technique. On a eu, vous voyez, on a un canal baissier depuis le deuxième trimestre de l'année. Je pense que le cours peut venir ou peut consolider jusqu'à atteindre cette oblique baissière. Et une fois qu'il atteindra cette oblique baissière, nous aurons deux possibilités, comme toujours. Soit ça va à la hausse, soit ça va à la baisse. Donc soit ça casse le canal, soit c'est rejeté. À mon avis, ça dépendra d'une réunion de l'OPEP ou alors du nombre de forages aux États-Unis. Est-ce qu'ils sont encore en progression ou est-ce qu'ils se stabilisent? Voilà. Donc, à mon avis, ce signal technique qu'on aura là viendra d'une annonce fondamentale, d'un signal fondamental. Donc voilà. Moi personnellement, le pétrole, maintenant, à très court terme, je passe neutre. Je pense que le pétrole va osciller entre 48 et 46. En tout cas, c'est, regardez, la moyenne mobile à 50 séances, à 50 jours, elle est flat. Ça veut dire qu'il n'y a pas de tendance sur du moyen terme. Enfin, sur du court terme, pardon. La moyenne mobile à 20 jours, c'est pour moi une, euh, une, euh, une indication pour du très court terme. La moyenne mobile à 50, du court terme. Ensuite, on a la 200 qui donne du moyen long terme. Mais voilà, en tout cas, on a un prix, je pense, d'équilibre pour les prochaines séances à 47 $. Alors, Huawei qui me demande une analyse sur l'USD et l'euro-yen. L'USD yen et l'euro-yen. Alors, l'USD, je suis baissier, donc l'USD yen. L'USD yen, honnêtement, c'est pas forcément la meilleure paire de devises à trader, étant donné que c'est deux devises plutôt faibles. Donc voilà, on n'a pas vraiment de momentum, de tendance rationnelle dessus, et de tendance surtout viable et durable. Donc l'USD yen, honnêtement, moi ça me donne juste une indication sur quelle devise est la plus baissière. Parce que depuis l'année, il y a deux devises extrêmement baissières, c'est le dollar et le yen. Donc ensuite, pour ajuster nos stratégies d'achat sur l'AUD, l'euro, le NZD ou le CAD, on va acheter ces devises face au dollar ou au yen. On va en fait vendre la devise la plus faible. Donc un jour ça va être le dollar, peut-être un autre jour ça va être le yen. Regardez, ici on avait une super performance du dollar, donc ça veut dire on préférait les ventes sur le yen, et depuis le 11 juillet, on préfère les ventes sur le dollar. Vous voyez, donc l'USD yen, moi je ne le traite pas actuellement,
parce qu'il y a pas de tendance, mais ça me donne une indication sur quelle devise shorter. Par contre, l'euro-yen, bon bah l'euro, comme vous le savez, c'est la devise la plus performante depuis le début de l'année, et donc l'euro-yen progresse. Alors moi, j'attendais que le cours, et j'attends toujours que le cours revienne sur cette oblique, le haut de ce canal ascendant, tout simplement. Donc j'attends le pullback pour payer l'euro à un prix plus intéressant. C'est comme le même topic que l'euro-dollar. Mais à terme, l'euro-yen, bah déjà il reviendra tester ses précédents sommets annuels à 131 environ, et après ça sera 132,51. Voilà, tout simplement. Voilà, écoutez, je pense avoir fait le tour du marché. Je vois qu'il n'y a plus de questions. Euh, Merci à vous pour votre attention. Je vous donne rendez-vous lundi pour le prochain webinaire à 9 heures. Et écoutez, excellente journée. Rendez-vous sur le site dailyfx.fr et bon week-end.